Alors, bonjour tout le monde, on est vendredi. Comme d'habitude, je fais toujours un petit live pour discuter avec vous. Cette semaine, j'avais décidé de jaser BD, tout simplement, de vous présenter des BD que j'ai reçus en nouveauté à la Bibliothèque François Hertel. On est à la Bibliothèque François Hertel au siège de la Pocatière. Et puis, je vais vous présenter ce que j'ai reçu en nouveauté. Et vous avez toujours également la possibilité de discuter avec moi en direct. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires. Alors, je vois que j'ai déjà 3 personnes, c'est bien. Alors, je vous remercie de m'écouter et de prendre le temps de discuter avec moi. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? J'ai reçu un paquet de trucs à la bibliothèque qui va être disponible quand même assez rapidement. Puis ça me tentait de vous les présenter. Ça ne me tentait pas de faire une vidéo aujourd'hui. Salut Sébastien. Alors, je vais arrêter comme ça pour saluer les gens qui me saluent. Ça me tentait pas de faire salut Marc de Viviane, merci, je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Arzul, je trouve ça super beau. Ça fait un peu Moebius. C'est comme. En tout cas, je trouve ça absolument génial comme nom. Merci de m'écouter. J'avais décidé aujourd'hui de ne pas faire quelque chose directement relié à un thème particulier. J'avais pensé peut-être le faire sur l'Enfeust, l'Enfeust de Troyes, mais le goût m'ont comme parti. Avec la semaine, j'ai décidé que je vous présentais seulement ce que j'ai de nouveau. Je vais commencer mon petit vidéo aujourd'hui pour faire un petit hommage aujourd'hui. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que Moebius, le grand Moebius, nous a quittés. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu, ils savent à quel point j'avais un respect total à Moebius. Alors, je voudrais rien que faire une petite pensée au plus grand dessinateur de l'histoire, selon moi, là. Qui nous a donné l'Incal, qui nous a donné un paquet de choses. Alors, c'était une journée qui est triste et qui est heureuse en même temps parce que ça nous permet de voir sur Internet un peu partout des hommages à Moebius. Alors, ça nous rappelle comment cet homme-là était super compétent et super beau. Alors, salut Martin qui nous écoute, salut Sylvain également qui me dit que j'ai un beau chandail. C'est un chandail de circonstance parce que bientôt, les méchants Avengers vont faire Infinity Gauntlet qui va s'appeler pour le moment Infinity Ward avec le méchant MCU, avec des méchants effets spéciaux, puis des méchants bagarres, puis des méchants super-héros qui cassent la gueule à des méchants sans se poser de questions, à savoir « Oh mon Dieu, est-ce que ça va créer une polémique ou une guerre? » En tout cas, bref, ma petite montée de lait sur la dramatisation roman savon des super-héros ces temps-ci. Salut Martin, merci. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter pour vous saluer. J'ai reçu un paquet de trucs à la bibliothèque. Écoute, la librairie L'Option est venue livrer 2 fois la semaine passée. Alors, c'est comme Noël pour moi. Et je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Tout à part, je l'avais présenté la dernière fois, mais je dois le représenter encore. Killing Joke de Alan Moore et de Brian Nolan, qui est déjà disponible. Merveilleuse BD. On sait que c'est une des plus belles histoires de Batman qui a été adaptée en film animé récemment. Je n'ai pas détesté le film. Ça a fait un peu de polémique par rapport à la fin. Moi, j'ai quand même trouvé que c'était bien, le film. C'était bien fidèle à la BD. Une magnifique BD cartonnée, noir et blanc. Écoute, c'est un petit bijou. Vraiment, là. Toujours c'est Urban Comics, parce qu'on sait que Urban Comics s'occupe de toutes les traductions de DC au niveau en France, en français. Alors, super bien traduit. Un must, Sébastien qui nous dit un must, c'est un must. Alors, ça, c'est vraiment une très très belle BD de Batman. Alors, si un jour il a tapé ça en live, on peut rien faire, bravo. Mais ça serait difficile à adapter parce que c'est quand même assez hard comme BD. Un truc qui m'a été proposé par une amie qui est Eve. Une BD quand même qui est assez récente. Je pense que ça date dans les années 2000, 2006 environ. Bon, 2006, c'est quand même assez vieux, mais c'est Black Hole, juste ici, de Charles Burns. Alors, Black Hole qui a gagné en 2006 le prix Eisner pour le meilleur recueil et en 2007 le prix d'Essentiel d'Angoulême. Alors ça, c'est vraiment un genre de roman graphique classique que je n'avais pas à la bibliothèque, qui m'a été suggéré par Eve. Alors, je trouve que c'est un bel ajout à la collection. C'est pas une BD que... C'est pas un dessin que moi, j'apprécie beaucoup. Je vais vous le montrer ici, là. Hein, c'est un dessin qui est un peu plus caricatural, un peu plus grossier, avec des gros traits. Le découpage avec les petits
ondulé, pour moi, ça me parle moins. Par contre, le texte, le scénario, l'histoire, sublime. Alors ça, c'est vraiment une très très belle BD. Luc qui nous dit Rallye Vincent Godspeed 4. Oui, j'ai les Godspeed 4 à la bibliothèque, mais seulement le tome 1. Alors, ça, c'est un manga. D'ailleurs, je pourrais essayer de faire un petit vidéo à un moment donné sur le manga, mais j'en ai pas beaucoup de mangas à la bibliothèque. J'ai plus les classiques parce que ça pogne pas, ça pogne pas beaucoup. Peut-être parce que j'en ai pas, ou peut-être que je connais pas assez ça pour bien le vendre, mais ça sera peut-être un truc que je devrais développer. On sait, Star Wars sort un paquet de choses, des livres, des films, des figurines, mais ils sortent également des BD. Et ils ont sorti récemment cette BD-là qui est Vador abattu. Vador abattu, c'est le premier crossover entre les différentes séries de BD de Marvel, qui est chez Panini Comics. Et ça va vraiment relier les histoires qu'on a vues récemment. Et ça va mélanger tout ça. Alors ça, c'est un ultra gros, super fan service de Vador. C'est extraordinaire. Je veux dire, les gens qui aiment Vador, qui aiment l'Empereur, qui aiment l'Empire, qui aiment la bagarre, ils vont aimer ça. C'est vraiment super bien fait. D'ailleurs, il y a une scène assez culte, là. Je vais prendre le temps de la lire. On a du temps. Aujourd'hui, on est là pour jaser. Alors, je vais le retrouver. J'aurais dû me prendre des post-it. Je n'ai pas l'habitude de post-it. Ah, c'est ça. Ici, on voit... Je vais prendre mes lunettes parce que je suis rendu vieux. Alors, pour lire, j'ai plus le choix de prendre des lunettes. On voit la rébellion qui encercle Vador. Et là, on parle vraiment d'un bataillon de soldats rebelles. Là, c'est pas des tatas, là. Il crie à Vador, vous êtes cerné. Alors, Vador, de sa répartie sublime, répond, je suis cerné que par la peur et par des hommes morts. Et on sait que comment ça va se terminer, c'est que la bataillon au complet va se faire décimer par Dark Vador. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de la puissance d'un Dark Jedi, à quel point ça peut être fort, à quel point ça peut être absolument une bête de combat, lisez ça. Et vous allez voir pourquoi Dark Vador était considéré comme un des plus grands Dark Jedi de l'histoire de Star Wars. Et oui, une des meilleures scènes de Vador Down, ouais, c'est vraiment, vraiment une très belle scène. C'est vraiment une très belle BD pour les amateurs de Star Wars. C'est vraiment une belle BD qui rend hommage à Dark Vador, qui est un des méchants les plus connus de l'histoire. Et ça fait le pont également avec l'univers de Star Wars et c'est canon. Alors, une belle BD, ce n'est pas légende, c'est canon. Alors, il faut se rappeler que Dark Vador est diminué par son armure. Il n'est pas aussi puissant au niveau physique qu'il a été en tant qu'Anakin, mais toute sa rage fait en sorte que ses pouvoirs sont décuplés. Et écoutez, là, c'est vraiment là, du bonbon pour les amateurs de Star Wars, les amateurs de Vador. Je continue encore avec Star Wars. Et là, ça vient tout juste de sortir. C'est l'histoire de la Black Squadron avec Poe Dameron, qui est le pilote qui est engagé par la princesse Leia pour aller récupérer le fameux fragment de carte pour retrouver Luke Skywalker. Il y a à l'intérieur également une histoire connexe sur le pourquoi du fameux bras rouge de C3PO. Et honnêtement, c'est pas très bon. J'ai fini de le lire. La première partie avec Poe Dameron est quand même bien. C'est relativement bien écrit. C'est quand même une belle histoire, un beau dessin. C'est pas extraordinaire. Mais la partie de C3PO, là, je vais vous montrer là, un exemple du dessin. Là. Écoutez, là, je vais essayer de faire un gros plan. Là. Moi, ça m'a pas parlé, mais pas du tout. C3PO qui n'est pas un des personnages favoris non plus. Alors, faire vraiment une one-shot sur C3PO, je trouvais ça excessivement long, excessivement mal écrit. Et puis, je trouve que le petit côté... tu sais... on savait pas pourquoi il y avait un bras rouge. On n'était pas obligé de le savoir. On était pas obligé de faire une histoire pour essayer d'expliquer pourquoi il y avait un bras rouge. Martin qui me dit, il y a le titre de Dark, même s'il n'a pas eu l'entraînement complet, c'est quand même un site, effectivement, il y a le site de Dark, même s'il n'a pas fini son entraînement. Et là-dedans, là, on comprend pourquoi il a le nom de Dark Vador. Là. Écoute, et il scrape un bataillon complet, il est capable de détruire des X-Wing avec la force. Et il n'y a pas de limite. Puis c'est clairement ça, un Jedi. Du côté lumineux comme du côté sombre.
ça n'a pas de limite. Et la force, tu peux tout faire. Alors, c'est vraiment super bien. Non, le dessin est très enfantin au niveau de C3PO. C'est pas un dessin que j'ai aimé du tout. On va donner un exemple encore ici. Là. Je veux dire, honnêtement, là, j'ai complètement décroché dans cette histoire-là. C'est plate parce que j'aurais aimé ça qu'il continue l'histoire de Poe Dameron, pour nous expliquer vraiment tout son cheminement jusqu'à Jakku. Puis là, ils font comme ils arrêtent, ils font comme une genre de clip, puis pof, on arrête là, puis on tombe avec l'histoire du bras C3PO. Mais honnête, on s'en fout, là. Mais total, là, du bras C3PO, là. Mais moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que ça a intéressé du monde. Sûrement. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'a super intéressé. Une petite BD que j'ai connue grâce à une demoiselle qui était Jessie Beaulieu qui en avait parlé. Je connaissais pas ça du tout. C'était Sudden Bastard qui a été écrit par Jason Aaron et Jason Latour. Alors, qui nous parle d'une équipe de football universitaire et à l'intérieur de ça, il y a toute une histoire là, de père, il y a une histoire de famille excessivement violente, très très bien dessinée. Ça, c'est le tome 3. Moi, c'est un dessin qui me parle, un dessin qui est un peu plus roman graphique, un dessin qui est un peu moins, vraiment moins ligne claire, vraiment quelque chose qui me parle, mais c'est au niveau du scénario que ça m'a parlé. Le premier était vraiment magnifique, le deuxième aussi, ça c'est le troisième, c'est sur le personnage de la fille, de la militaire qu'on a vu apparaître dans le tome 2. Alors ça, c'est 3 merveilleuses BD, le tome 4 est apparaître. On vient de recevoir ça. Sudden Bastard, c'est aux éditions Indie, Urban Comic. Très très bonne BD. C'est une traduction d'une BD américaine. Alors aujourd'hui, les traductions de BD américaines se font très rapidement, pratiquement en même temps que la version américaine ou la version anglaise, et c'est très bien traduit. On est loin dans le temps de Héritage Comique où c'était mal traduit. C'était traduit par les singes de Mr. Byrne. Maintenant, on n'a plus ça. C'est vraiment très bien traduit. Une très très belle BD. Un petit truc que j'avais acheté que je trouvais beau, c'était World War Wolf, pour faire référence à WWW, World War Wolf, qui était de Easton et de, là je ne pourrais pas prononcer son nom honnêtement, Radzivojevic. Je trouvais que c'était bien coté, c'était vraiment une belle BD, en noir et blanc. Très beau dessin, le scénario bien, ça parle de clan de loups-garous. Et toute la gestion et les conflits entre ces clans-là. C'est une belle petite BD. C'est Soleil, US Comic. Alors, ça, j'ai reçu ça. C'est le tome 3. Le tome 1 et le tome 2 est déjà disponible. Ça, c'est le tome 3. World War Wolf. Alors, c'est un beau truc que j'ai reçu. Ça, je me le garde pour la fin. Parce que c'est trop bon. J'en avais parlé d'Akira. Qui ressortait la nouvelle version d'Akira en lecture originale japonaise et surtout en noir et blanc aux éditions Glénat. Alors là, on a vraiment le summum du summum. Et c'est une édition qui va ressortir en 6 tomes, comme l'édition originale, en noir et blanc. Et l'édition a été chapeautée par Otomo lui-même. Alors là, c'est vraiment la crème de Akira. Alors si vous voulez commencer à acheter Akira, vous l'achetez aux éditions comiques. Je vais essayer de vous trouver le prix parce que c'est quand même assez raisonnable. Je pense que c'est une trentaine de dollars. Alors ça, c'est vraiment une magnifique. Moi, j'avais à la bibliothèque la version couleur qui avait sorti dans les années 80-84 en 14 tomes, en 13 tomes plus un 14e tome. Ça me plaisait pas du tout parce que la version couleur n'était pas, même si c'est Otomo qui l'avait coloré, c'était pas extraordinaire, moi ça me plaisait pas. Alors, c'est pour ça que j'ai racheté la version originale noir et blanc. Alors, tant qu'à avoir Akira, qui est un des plus grands mangas de l'histoire, ben, mieux vaut l'avoir dans sa version originale et mieux vaut l'avoir vraiment dans une collection qui a été chapeautée par l'auteur qui est Otomo, qui est un des plus grands dessinateurs de manga de l'histoire. Très très belle collection. Warship Jolly Roger, j'en ai parlé également récemment dans mes émissions de podcast puis dans mes vidéos. C'est une BD que moi j'aime bien. C'est une BD qui est faite par Motello et Runberg. Beau dessin, un dessin qui est un peu plus stylisé, un peu plus informatisé, je vous dirais. Je vais vous en donner un exemple ici. Moi, c'est surtout l'histoire. Je vous en avais parlé, le vaisseau me faisait penser beaucoup au vaisseau dans le bâtard. Alors, c'est un genre de vaisseau qui est comme automatisé, où il y a à peu près 3 personnes qui peuvent le contrôler, puis c'est le vaisseau le plus puissant de la flotte terrestre.
Et le personnage principal qui est Monroe, lui, il a vraiment des comptes à régler avec les gens de la petite fédération, ou peut-être les personnes qui gèrent la Terre. Là. Et puis, il a été emprisonné à tort. Et puis, il va vraiment faire une vente d'état personnel. Et le tome 2 se finissait dans une apothéose de violence et de disparition. Mais je ne veux pas non plus spoiler l'histoire. Et le tome 3 nous revient avec vraiment là, la revanche. Alors, page couverture, je sais qu'il y a de la lumière, il y a des reflets, là, mais la page de couverture est extraordinairement belle. La couverture est super bien faite. C'est une BD qui a quand même eu beaucoup de ventes en Europe. C'est une belle BD. C'est de la science-fiction. Moi, c'est le style que j'aime. C'est le style de dessin que j'aime bien. C'est vraiment une belle BD à lire. Herman, pour moi, c'est le meilleur dessinateur présentement sur la planète au niveau réaliste. C'est un monstre de la BD en franco-belge. C'est quelqu'un qui dessine de façon magistrale. On le connaît pour Jérémia, on l'a connu pour Comanche, on l'a connu également pour un paquet de trucs. Et il fait souvent, je l'avais déjà parlé, plusieurs one-shots avec son fils. Et on a encore la chance d'avoir un one-shot aujourd'hui que j'ai acheté, parce que je les achète tous, les Herman, qui est Le Passeur. Alors, la page de couverture, écoutez, c'est sublime. J'ai pas d'autres mots. Le dessin à l'intérieur, ben, c'est Herman, là. Je veux dire, comment décrire le dessin d'Herman? C'est un dessin qui est hyper réaliste, hyper stylisé. Les couleurs, l'ancrage, c'est vraiment super bien fait. Je vous en donne un exemple ici. C'est sûr que c'est des BD adultes, c'est des thèmes adultes. Là. Vraiment très bien. L'histoire est quand même assez weird. Encore une fois, on parle dans un monde où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui essaient de s'en sortir, il y a des gens qui essaient d'aller à une place où ils pourraient vivre en paix. Et puis, vient là le passeur qui est là. Alors, on va vraiment jouer avec ça. Le passeur, c'est quelqu'un qui va amener ces gens-là. Mais on se rend compte au fur et à mesure que les gens, dans le fond, s'en vont pas vraiment dans où ce qu'ils pensent aller. Alors, c'est vraiment une très, très belle BD, un très beau one-shot. Et j'aime ça, la collaboration entre Herman puis son fils, Yves H. Ça nous donne des one-shots, ça nous donne des belles BD qu'on prend, qu'on lit, qu'on s'imprègne, puis on se pose pas trop de questions de savoir qu'est-ce qui se passe après. Des fois, ça finit, puis tu te poses énormément de questions de savoir mais pourquoi ça finit comme ça, mais c'est bien. C'est ça l'avantage des one-shots. Et Herman l'a fait très bien avec son fils. Très, très belle BD. Alors, si vous avez la chance de lire du Herman, récemment, il en a fait beaucoup. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis, je suis là pour ça. Alors, vous gênez pas. Attendez-moi un instant. Parce que là, j'ai une autre super belle BD à vous montrer. Ouais, ça, c'est vraiment une très, très belle BD. On le sait, le prochain gros-film français qui va sortir, c'est Valériane, de Luc Besson. Et on sait également que Valériane s'est tirée d'une BD de Christine et Mézières et qui sont en train de refaire toutes les intégrales. La bibliothèque, on en avait quelques-uns de Valériane, mais on n'avait pas tous. Alors pourquoi pas acheter les intégrales, des magnifiques intégrales, pas très dispendieux. On parle environ d'une quarantaine de dollars. Alors, ça, c'est le numéro 1, intégral numéro 1 de Valérien. Alors, une couverture extraordinaire. À l'intérieur de ça, on va vraiment avoir une préface par rapport au film. Alors, déjà, ça me rassure que Jean-Claude Despierres soit à côté de Luc Besson pour le film, parce que c'est ce qui me faisait peur un peu. C'était le fait que peut-être que les deux créateurs n'étaient pas présents, mais ils le sont. Alors, c'est sûr que ça, on parle là, vraiment du début de Valériane. On parle vraiment des années 60, 67. Le dessin, ça fait vraiment années 67. Mais l'avantage, pas l'avantage, mais le plaisir qu'on a de lire les anciennes BD des années 60, surtout dans les intégrales, c'est de voir l'évolution du dessin des dessinateurs. C'est extraordinaire de voir à quel point Jean-Claude, on a vu son dessin partir du début et de vraiment se développer au fur et à mesure au courant de l'histoire pour devenir un des dessinateurs de référence au niveau de la science-fiction. Et Valérien est une série de références au niveau de la science-fiction.
Alors, ça, je suis très content de l'avoir. Je sais qu'il va en sortir beaucoup. Je vais toutes les acheter parce que c'est vraiment un must, c'est vraiment un truc que n'importe quelle bibliothèque qui dit avoir une belle collection de BD doit avoir. Alors, normalement, là, je veux dire, c'est un incontournable dans le franco-belge. Alors, c'est des belles BD, c'est quand même une belle petite brique, pas très chère. On parle quand même d'une centaine de pages et plus, donc 158 pages pour 40 $. C'est pas très dispendieux. Hein. Des fois, on a tendance à dire, ben, le comic book américain, c'est super le fun, ça coûte pas cher, c'est petit, mais je veux dire, c'est 40 $, 158 pages. Là, si on fait le ratio qualité, là, je veux dire, on est dans le même prix et on a une qualité, selon moi, qui est supérieure. Je sais que je ne parle pas souvent de comics américains. Je ne parle pas souvent de DC, je ne parle pas souvent de Marvel, je ne parle pas souvent de Image Comics, ainsi de suite. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Il y a énormément de podcasts, il y a énormément de vidéos, il y a énormément de gens qui vont parler de Marvel, de DC, tout ça, et tant mieux, parce que c'est vraiment une référence, puis on est tous en amour avec les films et les BD, on aime ça. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de franco-belge au Québec. C'est rarement discuté dans les podcasts et discuté dans les discussions. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'en parler. Puis c'est également parce que j'aime mieux le franco-belge que les comics américains. C'est un format qui me touche plus. Je donne un exemple. Récemment, moi et Sébastien April, on a écouté le vidéo de Valentin Séchard qui a été mandaté pour reprendre la série du Métabaron. Et puis, il a fait une vidéo live sur le tome 5 sur lequel il est en train de travailler sur l'Internet, si vous avez la chance d'aller voir ça. Et puis, je fais le parallèle avec l'entrevue que Yannick Paquette a faite à un podcast au niveau de la BD, où il disait que lui, Yannick Paquette, qui est un dessinateur québécois qui travaille avec DC, avec Marvel, c'est un super dessinateur extraordinaire. Mais il expliquait que les dates de tombée, tout ça, c'était difficile, il faisait pas son ancrage, ainsi de suite, la coloration, c'était laissé à d'autres personnes. C'était toute une chaîne de travail. Et, tandis que Valentin Séchard nous expliquait que lui, il fait tout. Il fait le crayonnage, il va faire l'ancrage, il va faire le colorage lui-même sur ordinateur. Une journée, une page de crayonnage, une page d'ancrage, une page de couleur. Alors 3 jours, il y a une page complètement finie. C'est une machine à dessin. Quand je vois les auteurs, les dessinateurs de franco-belge faire ça, puis que je compare avec le travail des dessinateurs de comics américains, ben on voit complètement une différence. Là, je veux dire, on voit des gens qui vont travailler plus en équipe au niveau des comics américains, tandis qu'au franco-belge, c'est des gens qui vont travailler plus seuls, plus artistiques. Alors on parle de BD qui sont plus auteurs, et c'est pas pour parler en mal des auteurs de BD américains, auteurs-là, parce que les meilleurs, selon moi, viennent de là. Jimmy Lee, Alan Moore, Frank Miller, écoute, Craig Capullo, je pourrais en nommer jusqu'à le matin, là. Mais c'est comme deux mondes différents, puis c'est le fun de voir le clash de ces deux mondes-là. Tu sais, des fois, je vois, je suis pas sûr que Valentin serait capable de venir dans un monde de comiques américains puis être obligé de laisser l'ancrage à quelqu'un d'autre. Il a tellement l'air d'être accroché à son travail, il fait des détails, c'est extraordinaire. Alors, si vous avez la chance d'aller voir ça, ça vous montre à quel point ces gens-là sont talentueux. C'est des dessinateurs extraordinaires. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça, mais il y a du talent aussi. Là, je veux dire, ça n'a pas un talent brut à l'intérieur de ça. Puis moi, c'est ce qui m'accroche du franco-belge, c'est ce talent-là. C'est le talent d'Herman, c'est le talent de Valentin Séchard, c'est le talent de Jim Nice, c'est le talent de Moebius. Tous des gens qui font tout seuls, qui crayonnent, qui ancrent, qui travaillent, qui redéfinissent les façons de faire. C'est des formats que j'aime plus. C'est pour ça que je parle beaucoup de franco-belge. Pas que je dénigre les comics américains, j'adore les comics américains, mais je trouve que rajouter mon opinion sur ça, ben, ça ferait comme rajouter une pile, une roche sur une autre roche. Qui ferait en sorte que peut-être que ça amènera rien de nouveau, parce que je ne suis pas un spécialiste de comics américains, alors peut-être que mon avis ne serait pas intéressant. Tandis que je connais plus le franco-belge. Ici, j'ai acheté la mystérieuse mélodie, comment Mickey rencontra Miné de Miné, je vais vous le montrer, là, de Cossé. Alors pourquoi je l'ai acheté? Ben, parce que je ne l'avais pas. Et on sait que Cossé cette année a gagné le Grand Prix d'Angoulême. Alors, Angoulême, c'est le plus grand festival de BD au monde.
Alors, c'est une merveilleuse histoire de Mickey. Alors, c'est le premier d'une série de 5, je crois, qui est pas faite par les mêmes. Il me dit t-shirt à saveur de film. Oui, c'est effectivement, Stéphane, c'est à saveur de film. Infinity Gauntlet, hein, le méchant MCU, qui met des explosions partout. Tandis qu'on aimerait mieux. Pause BD. Hey, Cosset, oui, Cosset, juste ici. Alors, je sais pas si c'est Cosset ou Cosset, je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, c'est merveilleux. C'est une BD qui est extraordinaire. Toute l'œuvre de Cosset est merveilleuse. Ça, moi, j'avais pas ça à la bibliothèque, alors c'était un gros manque pour moi dans ma collection. Et puis, c'est sûr que je peux pas tout avoir dans la bibliothèque, mais celle-là, là, j'avais pas le choix, là. Je veux dire, en plus que c'est relié à Angoulême maintenant, il fallait que je la jette, là. Je veux dire, c'est un incontournable. À un moment donné, il faut acheter des incontournables. Est-ce que je voulais montrer à l'intérieur? Montrer un peu c'est quoi le dessin, le style. Écoutez, c'est merveilleux, là. Je veux dire, on tombe vraiment dans de la BD. Tu sais, aujourd'hui, je disais que Moebius m'avait, dans mon jeune temps, fait comprendre pourquoi on disait que la BD était un art, le 9e art. Ben, ces auteurs-là me le rappellent. Hein. C'est vraiment, là, causé. Ah, merci, Pause BD, qui me piste sur le bon chemin au niveau de ma prononciation. Alors, je suis désolé, mais je pense pas que Causé va m'en porter rigueur. Je continue avec Peko. J'adore Peko. J'aime ce qu'il fait. J'en ai parlé. Histoire secrète, Arcane majeur, Arcane tout court. Il y en a fait d'autres aussi. Il a sorti une petite série en 5 BD qui s'appelle Wonderball, qui nous parle encore de conspiration gouvernementale au niveau de super soldats qui auraient été créés. J'adore le côté scénariste de Peko. J'aime pas toujours le côté de dessin de ses collaborateurs. Dans Wonderball, c'est bien. C'est une belle série. C'est une série en 5. C'est le 4e tome, le photographe. Hey Franck, alors merci à Pause BD, à Franck de m'écouter. Franck qui est un de mes amis français. Alors j'adore Peko. Je suis en amour avec cet homme-là. Je trouve qu'il fait des extraordinaires scénarios. Et puis Wonderball, c'est vraiment une petite série en 5 tomes. Ça, c'est le tome 4. Alors moi, j'adore ça. Côté dessin, c'est quand même bien, je vous l'ai dit. J'aime pas toujours les collaborations qu'il fait avec ses dessinateurs, mais c'est un dessin qui me plaît quand même bien. Mais c'est surtout au niveau du scénario que Peko tape toujours très très fort. Alors ici, il l'écrit en collaboration avec Duval. Alors c'est une très belle BD. C'est toujours aux éditions Delcourt dans la merveilleuse collection Célibé. Il m'en reste encore. Puis je peux répondre à vos questions, alors il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Tardy, que dire de plus? Hein? Le dernier assaut de Tardy. Alors, on sait que Tardy est un spécialiste BD qui parle beaucoup de la guerre dans ses œuvres. Alors, c'est vraiment... j'ai pas d'autres choses à dire que ça. Il y a certains auteurs, certains BDistes qu'on a seulement qu'à prononcer son nom, puis ça nous dit tout. Alors, Tardy, c'est réellement... un grand parmi les grands. La Pause BD qui nous dit Tardy, c'est mon chouchou. Ben oui, c'est le chouchou de plusieurs personnes. Écoute, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui nous démontre à quel point la BD est un art. Alors, je veux dire, c'est un magnifique livre. Alors, ici, on parle quand même d'une bonne brique au niveau du dernier assaut, car c'est une bonne brique je dirais peut-être une 80, peut-être une centaine de pages, là, avec toutes les ajouts, parce qu'il y a beaucoup d'ajouts à l'intérieur de ça, plus un CD également. Alors, on peut voir à l'intérieur de ça, un magnifique CD. Alors, un CD à l'intérieur de Tardy. Rare, mais c'est le fun que la BD se mélange avec d'autres médias. Alors, de quoi ça parle? Ben, c'est des deux côtés, des hommes à bout de force, enfouis dans les tombes qu'ils ont creusées à leur usage, s'appliquent méthodiquement à s'entretuer. Il n'y a pas pire guerre qu'une guerre de position qui s'éternise. Alors, on parle vraiment des tranchées de la guerre. C'est vraiment une magnifique BD. Alors, ça aussi, Tardy, c'est un incontournable du franco-belge. Il y a mon ami Stéphane qui me dit un jour, tu devrais essayer de se procurer cette série franco-belge. Stéphane, je vais regarder ça tantôt parce que la dernière fois que j'ai cliqué sur un lien, ben, la semaine passée, j'ai parlé du Roi jaune. Et puis, quand j'ai cliqué sur un lien dans les commentaires, ma connexion a complètement sauté. Alors, la finale du vidéo était vraiment extraordinairement
dément. Là. Ça avait l'air vraiment de quelqu'un qui paye sur le bouton puis qui finit. Alors, je vais... c'est sa femme, Dominique Grange, qui écrit les chansons. Je ne le savais pas. Merci, Beauce BD. Je ne connais pas tout en BD. Dominique Grange, qui est juste ici. Alors, qui écrit les chansons. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est un plus, hein. Je veux dire, c'est toujours le fun de pouvoir vraiment aller au bout de l'artiste et de sa démarche artistique. Alors, la BD se marie très bien. Bouton d'autodestruction de stream. Ouais, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé. J'ai cliqué sur un lien, je voulais partager un lien. Puis en cliquant sur le lien des commentaires, pouf, la vidéo a arrêté. Je ne sais pas pourquoi. C'est la vie. Hein. De Tardy, est-ce que tu as lu la série dédiée à la période de la Commune de Paris? Pas lu, je serais curieux de connaître ton avis, peut-être dans une prochaine chronique. Je ne l'ai pas lu, Franck. Je vais le faire, sûrement. Venant de toi, je sais que si c'est quelque chose qui te tracasse, qui te tente, c'est sûrement du pur bonheur, parce que Franck, il m'a fait connaître énormément de BD. Des fois, on fait des farces, Franck et moi, comme Système jumeau cosmique, mais il m'a fait connaître la série Le Tueur récemment, et puis cette BD-là m'a énormément frappé par sa dureté, sa froideur, mais également par sa qualité scénaristique et dessin. Alors, ça a été vraiment une belle découverte. Alors, Franck, c'est comme un pusher de BD, et de plein d'autres trucs d'ailleurs. Alors, j'utilise toujours mes contacts pour bien m'alimenter. Alors, si tu as d'autres choses à me pusher comme BD, mon cher Franck, vas-y, ça me fait plaisir. Je termine avec le dernier. Les gens qui me connaissent, je l'ai dit tantôt, je suis franco-belge, mais j'aime beaucoup également les comics américains. Dans les comics américains que j'aime le plus, il y a le personnage du Punisher. Pourquoi? Parce que c'est un personnage avec lequel je peux me retrouver plus. Hein. C'est quelqu'un qui ne possède absolument aucun pouvoir. C'est quelqu'un qui n'a seulement que sa volonté de faire pour faire ce qu'il y a à faire. Ça veut dire éliminer la racaille. Dernièrement, j'ai trouvé un fait totalement anodin qui expliquait qu'il y avait quelqu'un sur Internet qui avait calculé toutes les morts que Punisher avait faites de 1970 jusqu'à 2011, je crois. Et je ne sais pas comment il a fait ça, honnêtement. Je ne sais pas si non plus c'est réel, mais il indiquait qu'il avait tué environ 48 000 personnes. Alors, c'est complètement un fait anodin. On appelle ça vraiment un fait inutile, mais c'est comme resté gravé dans mon cerveau. Puis je me suis dit, wow, OK. C'est un psychopathe, c'est un tueur en série, ça c'est clair. Mais habituellement, il tue les méchants, alors on ne peut pas vraiment être en désaccord. Et puis, Punisher, il a connu beaucoup de... il a connu une vie éditoriale quand même assez développée. Et puis, des hauts et des bas. On le sait qu'à un moment donné, même la série de Punisher a pratiquement été arrêtée, si ça n'a pas été arrêté. Et ça a été repris par les créateurs de Preacher, dans les Marvel Knights, qui est Garth Ennis et Steve Dillon, et qui ont sorti récemment aux éditions Urban Comics. Panini Comics, parce qu'Urban, c'est toujours... Luke Skywalker a tué combien de monde avec une torpille? Des millions! Des millions. Après le Mass Murder, le Mass Punisher, ouais. On pourrait dire le Mass Skywalker, parce qu'effectivement, il a tué des millions. Rappelle-moi comment il y a une personne dans une étoile de la mort, dans le genre. Je me souviens pas, mais c'est dans le 100 000 et plus, là. Fait que, oui, effectivement, Luke est un plus grand mass murder que le Punisher. D'ailleurs, dans les romans, qui sont maintenant rendus légendes, je bifurque un peu là, au niveau de Star Wars, on ressent cette culpabilité-là de Luke par rapport au fait qu'effectivement, il a tué énormément de gens avec sa torpille. Bon, OK, on sait qu'il l'a fait pour la bonne cause, mais c'est quand même des milliers de vies qui, pour la plupart, ne savaient même pas ce qu'ils faisaient là, qui ont été sacrifiés pour le bien-être de la rébellion. Alors oui, Luke Skywalker pourrait être considéré comme un des plus grands mass killers du monde, mais il l'a fait avec des bonnes intentions, mais on dit que l'affaire est gavée de bonnes intentions. Alors, on va lui pardonner à Luke Skywalker et on va lui pardonner à Punisher. Punisher qui a eu une vie, comme je le disais, et qui a été repris chez Panini Comics, dans la merveilleuse Marvel Essentielle, la collection Marvel Essentielle. 1,3 million de personnes dans la Death Star. Merci, Martin. Ça, c'est un must. C'est un must parce que c'est vraiment la run de Punisher qui est la plus populaire. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non, c'est pas vrai, la run de Punisher Max est plus populaire.
Peut-être, au niveau des ventes, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mais je sais que cette run de Punisher-là, de Garth Ennis et de Steve Dillon, aura fait revivre le Punisher dans son dans sa vie éditoriale. Et c'est une extraordinaire run. Vraiment très très bien faite, où ce qu'on a beaucoup de références à la série Daredevil à l'intérieur de ce volume-là. Alors c'est une brique, on peut le voir ici, là. C'est vraiment une brique. Et on retrouve Daredevil, on retrouve Wolverine à l'intérieur de ça. On retrouve vraiment les histoires de Punisher qui ont marqué vraiment une génération de lecteurs. Alors, Garth Ennis, Steve Dillon, on peut ne pas aimer le style de Dillon au niveau du dessin. C'est vrai qu'il y a un dessin un peu plus caricatural, un peu plus enfantin, peut-être qu'on pourrait dire par rapport... C'est sûr que ça détonne par rapport à des dessinateurs comme Jim Lee ou comme Todd McFarlane. On ne se cachera pas que c'est ou Jelly ou Greg Capullo, ça détonne par rapport à ces dessins-là. Moi, c'est un dessinateur que j'aime bien. C'est un dessinateur que j'adore. C'est surtout un super volume à l'intérieur de ça qui a un paquet d'histoires de Punisher puis qui nous permet vraiment de bien cibler la psychologie du personnage. Ce qu'on n'a pas vu dans les films, malheureusement, ni dans le film avec Don Lundgren, ni dans le film avec, comment s'appelait-il? En tout cas, le film en 2000, là, je crois, là, avec Thomas James. Yes, Thomas James, ni dans le film avec Ray Stevenson, et qu'on a un petit peu entrevu dans la série Daredevil. Alors, je dois dire que oui, dans la série Daredevil, on a vu un Punisher qui était quand même bien, qui est selon moi un des meilleurs au niveau psychologique. On a vu vraiment son aspect psychologique. On n'a pas vu encore la bestialité du Punisher comme on l'a pu le voir dans le film avec Ray Stevenson. Dans le film de Ray Stevenson, malgré le fait que le film soit quand même assez relativement mauvais, on a quand même vraiment le Punisher là, qui pose pas de questions et qui tue. Là. Ça, on le voit, là. C'est ce Punisher-là, on le voit à l'intérieur de ce livre-là. Et on le voit à l'intérieur de Punisher Max, qui est beaucoup plus violent que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'hésite d'acheter Punisher Max pour la bibliothèque, parce que Marvel Event, dans Marvel Knight, c'est quand même relativement violent, mais ça passait. Je veux dire, tandis que Punisher Max, ça passe pas. Ça passe pas. La série sert mieux Punisher que le dernier mauvais film. Oui et non, François. Non, parce que j'ai expliqué que le Punisher, le vrai Punisher, il agit comme Ray Stevenson dans le film, c'est qu'il pose pas de questions puis qu'il tue. Dans le premier film, là, toute son histoire d'apporter une bonne fontaine pour faire pogner la femme de l'autre avec des fausses... ça, c'est de la merde totale. Là, je dis ça, c'est pas le Punisher. Là. Le Punisher, il fera jamais ça. Le Punisher, lui, c'est on y va, on tue, mais on n'avait pas le côté psychologique dans le film de Ray Stevenson, là, le Warzone, malheureusement. Ce qu'on a dans la série Daredevil et ce que j'espère qu'ils vont développer dans sa propre série. Alors, j'imagine que oui. Alors, on le souhaite ardemment. Alors, ça, c'est vraiment une super belle BD. Alors, et c'est ce qui est quand même assez le fun, là. Tu sais, on regarde ça et on se dit, hey, ça doit coûter 95$. C'est 68$. 68$ pour, je ne sais pas combien de pages, honnêtement. Là, ça doit être au-dessus de 1000-1500 pages. Écoute, c'est une brique, là. Alors, c'est vraiment, là... c'est vraiment une très belle... C'est qualité-prix, là. On ne peut pas demander mieux, là. Et c'est la traduction, bien entendu, très bien traduit. Encore une fois, selon moi, là, je veux dire, bon, certains qui sont des plus puritains vont peut-être dire que l'original est toujours mieux. C'est vrai, l'original est toujours mieux, mais je vous dirais que je n'ai pas lu tout l'original de Punisher en anglais. Je ne commencerai pas à vous mentir aujourd'hui, là. J'en ai lu du Punisher, mais tout comme ça. François qui nous dit on le souhaite, certains, oui, on le souhaite, mais ça ne sera pas évident à faire non plus. Parce qu'il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite à ce que ce personnage-là peut faire ou ne pas faire au petit ou au grand écran. Et puis là, avec les premières critiques de Iron Fist, qui sont vraiment là, destructrices par rapport à la nouvelle série, je ne sais pas si ça va avoir un impact sur le développement des autres séries de Netflix. Alors, ça va dépendre parce que habituellement, ces gens-là peuvent être un peu plus
frileux par rapport aux critiques, parce qu'on sait là, que pour l'instant, les premières critiques d'Iron Fist sont vraiment mauvaises. Là. Ils nous disent que l'histoire est longue, que l'histoire est plate, et ainsi de suite. Écoute, j'en ai même lu une qui nous parlait pourquoi un blanc qui joue un asiatique, mais lui, il n'a absolument rien compris du personnage, là, ça c'est clair. Là. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. Je ne peux pas faire un rapport à ça. Que l'histoire soit longue, que l'histoire soit plate, que l'histoire soit comme ça, ben, je suis désolé, mais c'est ça Iron Fist. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'Iron Fist, j'ai pas lu tout ce qui a été fait. C'est pas quelqu'un qui a eu une grande vie éditoriale au niveau de Marvel. Puis, c'est pas non plus un des personnages qui a le plus vendu. Alors, je dirais pour les gens qui tombent des nues que son histoire est peut-être un peu plus relaxe que Daredevil ou que Luke Cage, ben, je suis désolé, mais c'est ça. Je veux dire, ils commenceront pas à y faire danser la Java parce que les gens, ils veulent qu'ils veulent avoir de l'action puis qu'ils veulent avoir plus d'historique dans son histoire. Ça marche pas, là, je veux dire. C'est adapté. C'est adapté d'un personnage qui existe déjà, qui a une vie éditoriale. Alors, il faut quand même prendre cette vie éditoriale-là, l'adapter au petit écran en gardant la base. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de... Pour moi, c'est excessivement important, quand on fait une adaptation, de garder la prémisse, de garder la base du personnage. Puis oui, tu peux changer des trucs, oui, tu peux changer des petits travers, des trucs comme ça, mais tu ne peux pas non plus commencer à tout changer, là, je veux dire... Tu sais, si je prends un exemple comme le Hobbit, je veux dire, les 3 films du Hobbit, là, oui, c'était beau visuellement, puis oui, c'était bien beau, puis il y avait de l'action, puis tout, là, mais écoutez, on va se le dire, là, c'était une très, très, très mauvaise adaptation de livre, là. Je veux dire, c'était épouvantable. Hein. Je veux dire, pour moi, là, c'est pas loin d'être une des pires adaptations que j'ai vues au niveau de livres. J'en ai vu d'autres, là, mais celle-là, c'était quelque chose. Pierre qui me demande est-ce qu'il carbure toujours à la vengeance. Je pense que dans Punisher The End, la fin, où il tue le restant de l'humanité, où c'est vraiment comme une histoire qui est comme parallèle à la timeline, qui n'est pas canon dans le fond, là, qui est vraiment comme un what if qu'il appelait dans le temps. Oui, il y a un côté vengeance à l'intérieur de tout ça. Mais dans la run de Garth Ennis et de Steve Dillon, ça fait longtemps qu'il a vengé la mort de sa famille. Ça fait longtemps que les gens qui sont responsables de cette mort-là ont passé au trépas de façon, des fois, extraordinairement violente. Je pense que je pense qu'il est plus rendu au niveau de la vengeance. Je pense que là, c'est vraiment rendu comme un genre de psychose. Je pense que le personnage souffre de psychose. D'ailleurs, le personnage a été développé dans ce sens-là au début avec son journal, son World Journal, qu'il appelle, qui était comme une genre de conscience où il écrivait tout ce qu'il faisait à l'intérieur de sa journée, à l'intérieur de ses bagarres. C'était une façon pour lui de prendre tout ce côté-là et de le mettre vraiment dans un journal. C'était vraiment... c'était un schizophrène, psychotique, paranoïaque, et doublé de mass murder. Alors, tu sais, je veux dire, oui, on peut s'attacher au personnage du Punisher comme on peut s'attacher au personnage de Dexter en disant « Ouais, mais il tue rien que des méchants. » Oui, ok, d'ailleurs, je suis d'accord qu'il tue rien que des méchants, là, mais je veux dire, ça donne pas plus l'autorisation ça donne pas plus d'autorisation de tuer pareil, même si c'est des méchants. Je veux dire, il y a une justice qui est là, qui doit être respectée, parce que si les gens commencent à ne pas respecter la justice, c'est où on va. Et dans la run de Dylan, à un moment donné, il y a des gens qui font comme le Punisher. De Max Payne. J'ai vu le film Max Payne. Je sais qu'il y a eu un jeu Max Payne, mais je ne suis pas un grand connaisseur de cet univers-là, Martin, malheureusement. Peut-être que tu pourras m'en parler plus la prochaine fois qu'on va se voir. Je sais que ça a eu beaucoup d'impact au niveau des jeux vidéo, je crois. C'est un policier. Ça va l'air assez bien. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles plus parce que non, effectivement, je ne suis pas un parfait connaisseur. Donc, je reviens au niveau de l'histoire du Punisher. À l'intérieur de ça, il y a des gens, à un moment donné, qui sont des tueurs. Et puis là, ils se rallient un peu à la cause du Punisher en disant, ben nous, on fait comme lui, on tue des gens méchants. Pouf, on va essayer d'aller chercher pour faire un genre de gang, puis lui va être notre chef, puis on va aller tuer des méchants, puis tout ça. Ben, les Punishers, ils les exterminent tous.
Alors pour lui, il n'y a pas de différence entre eux autres ou non. Je veux dire, il y a un schéma de pensée qui est propre à lui, qui est très difficile à expliquer comment il va déterminer qui tue et qui tue pas. Alors, bref, c'est un psychopathe. Pierre, il a raison, psychopathe. Est-ce qu'on peut faire le bien en faisant le mal? Beau débat philosophique entourant le Punisher. Le personnage a été créé pour ça. Le personnage a été créé pour réellement créer ce questionnement, ce dilemme-là. Un peu comme la série Dexter, d'ailleurs. Alors, c'était la possibilité de faire le bien en faisant le mal. Est-ce que c'est acceptable au point de vue de la société? Alors, ça a été créé pour ça, le Punisher. Alors, c'est un personnage qui nous pose beaucoup de questions. Il faut toujours voir au-delà de la violence brute de la série. C'est sûr que, comme j'en parlais, comme les métabarons, exemple, faut, je veux dire, aux premières vues, c'est excessivement violent, c'est excessivement explicite, mais il faut dépasser toujours le premier degré de certaines lectures. C'est vrai également pour d'autres séries comme Les Nombreux, qui, à première vue, vont nous parler beaucoup de hypersexualisation des jeunes. À la première vue, on voit ça et on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Mais il faut dépasser le premier degré pour se questionner, à savoir qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre et veut nous amener à réfléchir. Je vais vous montrer une scène à l'intérieur de Punisher Max, qui est une des scènes mémorables de la BD. Alors, je vous l'ai dit, Wolverine est à l'intérieur de cette série-là. Et puis, là, on parle du vrai Wolverine, là. On parle du vrai Logan, là. Le Logan complètement débile, vraiment là, animal, qui ne pose pas de questions, qui tue, qui est bestial, qui sort ses griffes, que tu dois absolument pas déranger. Je veux dire, le Logan qu'on n'a jamais vu au cinéma, alors, et qu'on ne pourrait pas voir, à mon humble avis. Il y a une histoire à l'intérieur de ça entre Logan et entre Punisher et Logan. Et puis ça se termine, bien entendu, avec... écoute, je vais la montrer parce que c'est une scène qui est quand même cool. Ça se termine avec le Punisher qui va bulldozer Logan. Parce qu'il veut se débarrasser de Logan. Ben, pas se débarrasser, mais se donner du temps. En sachant très bien que malgré qu'il brûle ou qu'il tire dessus ou n'importe quoi, qu'il va revenir. Alors, il le bulldoze vraiment. Alors, il va vraiment lui passer dessus avec le bulldozer pour faire en sorte de l'écraser et d'avoir un petit peu de temps à lui pour pouvoir se sauver. Et la finale de Logan, avant de perdre connaissance, lui dit que je te retrouverai. Il dit ok, il dit t'es un homme mort qu'à seul. Il dit je te traquerai jusqu'au bout du monde. Je te trouverai, je te tuerai, je te viderai comme un merlan, puis je graverai ma devise sur ton putain de cœur. Quiconque provoque le Canadien, mais il ne dit pas complet, puis là, on sait que là, c'est vraiment final, il a été écrasé, mais il n'est pas mort parce que Wolverine ne peut pas mourir. Donc, à l'intérieur de cette BD-là. Alors, c'est vraiment le fun. Puis il commence, la première rencontre qu'il y a avec Wolverine, c'est très très drôle, c'est qu'il lui tire un coup de 12 dans le visage et on voit vraiment ce squelette de l'adamantium avec plus rien à l'intérieur de ça. Alors, on voit vraiment la violence extrême du Punisher. Et puis, on voit vraiment également la bestialité totale de Wolverine à l'intérieur de cette histoire-là. Alors, c'est vraiment une magnifique histoire. Et puis, on voit la différence des deux personnages aussi. Hein. Punisher, il est allé là pour faire une job, encore une fois, d'éliminer la mafia. Tandis que Wolverine, lui, il mangeait tout simplement dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui a dit un mot de travers, puis il a décidé qu'il tuait tout le monde. Puis, les deux se sont rencontrés là parce qu'il y a eu comme une genre d'entrecroisement qui s'est fait. Alors, c'est vraiment deux mondes différents. Il me dit, c'est à découvrir, oui. Effectivement, j'aimerais beaucoup ça découvrir ce monde-là, parce que je ne le connais pas. Alors, ça me fait un grand plaisir, Max Payne. Je sais que le film avec Mark Wahlberg, je crois, c'était correct, sans plus, là. Je sais pas, trouvé que c'était le film de l'année, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de jeux, qu'il y a quand même eu beaucoup de succès au niveau des jeux. Alors, je serais curieux de bien connaître ce monde-là. Peut-être que ça pourrait me... Est-ce qu'il y a eu des romans, Martin, d'écrits sur Max Payne, des romans, des BD, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche. C'est des trucs que j'ai pas fait de recherche là-dessus parce que ça ne m'a jamais été demandé. Mais ce serait peut-être quelque chose que je pourrais aller vérifier, ouais. Je pourrais regarder. J'ai fait pas mal le tour de tous les nouveautés que j'allais avoir à la bibliothèque. C'est sûr que je pourrais faire la même chose avec le roman. Je vais peut-être le faire. Alors, vous voyez qu'on va avoir des beaux trucs qui vont être disponibles.
Et puis, c'est disponible pour tout le monde à la bibliothèque François Hertel. Ce que vous avez à faire, c'est de venir à la bibliothèque, vous prendre une carte de membre qui coûte 15 $, puis vous allez pouvoir emprunter ce que vous voulez à la bibliothèque. Ça va nous faire un grand plaisir. Je vous rappelle que je suis également podcasteur pour le podcast des Crinqués et que ce soir à 19h30 en direct à la radio qui est sur notre page Facebook, on fait notre épisode spécial sur Wolverine. Alors, on va vraiment parler de sa vie éditoriale au niveau de la BD, au niveau des films, au niveau des séries télé, au niveau des jeux. Et on va donner également notre critique du dernier film de Wolverine, qui est Logan, qui normalement devrait être son dernier film. Ils vont probablement changer d'acteur, mais on va dire vraiment notre critique là-dessus. Moi, la critique que j'en ai faite, je l'ai partagée sur ma page Facebook et sur la page du podcast, alors vous pouvez aller la voir. Mais je vais en parler plus en profondeur ce soir en direct à notre émission numéro 19. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous quitter là-dessus. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vais vous souhaiter également de bonnes lectures, de bonnes découvertes au niveau de la BD. Si vous avez des suggestions de séries que vous voulez que je parle, des suggestions de séries que vous trouvez que normalement je devrais acheter, que je n'ai pas à la bibliothèque, qui sont des incontournables, des trucs que vous voulez discuter tout simplement, eh bien, je suis toujours ouvert. Alors, vous avez seulement qu'à m'envoyer un petit message sur ma page Facebook. Alors, je vais vous dire, super direct, merci Marc. Alors, merci beaucoup Franck, ça me touche. Je vais vous dire à la prochaine et puis bonne BD. Bye!